Awake your soul. Explorer les aspérités de la vie, traverser les émotions, rester debout dans un monde en mutation. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions pour nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Parce qu'ici, on arme les esprits. Épisode 47, IA et lecture, est-ce que ça vaut encore la peine de lire en 2026 ? C'est l'hiver. Vous êtes pelotonné au creux d'un plaid tout doux. Une tasse de chocolat chaud sur la table basse à côté de votre fauteuil. En face de vous, les flammes d'un feu qui crépite et lèche la vitre du poêle et vous réchauffe agréablement. Mais surtout, vous tenez fermement votre livre en main. C'est peut-être un polar, une intrigue qui vous tient en haleine, un roman d'aventure, une histoire d'amour ou de la poésie. Ce moment, vous le vivez pleinement, car votre machinerie mentale, votre petit théâtre intérieur, s'est activé. Peut-être que vous êtes une ou un habitué des livres format papier ou électronique. Et peut-être que la question de cet épisode vous a alors paru complètement incongrue. Pourtant, c'est une vraie question qui m'a véritablement taraudée durant les dernières vacances. Est-ce qu'en 2026, à l'heure où l'IA résume les livres en un clic, est-ce que ça vaut encore la peine de lire ? Enfin, je dis résume des livres en un clic. Mais elle ne fait pas seulement cela. En 2026, l'IA n'est plus un simple moteur de recherche amélioré. Elle agit comme un agent autonome, capable de synthétiser des archives massives et de cartographier des arguments complexes en seulement quelques secondes. Elle ne se contente plus de répondre à une question, non. Elle peut planifier, raisonner et exécuter des tâches de manière autonome. Elle est une véritable infrastructure et va peut-être devenir aussi présente dans nos vies que quelque chose comme l'électricité. Et vous allez voir que cette question ne vient pas par hasard dans le podcast. Parce qu'encore une fois, elle vient titiller le questionnement plus large du choix entre être et avoir. Être au sens de faire des expériences et faire grandir son intérieur. Alors que sommes-nous en train de perdre ou de transformer psychiquement quand nous arrêtons de lire au profit de l'IA ? Lire, une expérience de construction intérieure. Si vous faites partie des personnes qui n'ouvraient jamais un livre ou qui n'aimaient pas du tout lire, je vous en prie, restez jusqu'à la fin de cet épisode, parce que j'aimerais vraiment vous faire découvrir la lecture autrement. Lire, une expérience cognitive, sensorielle et symbolique. Alors vous allez peut-être me dire, il y a lecture et lecture. C'est vrai. C'est vrai que lire une encyclopédie, un roman d'aventure ou de la poésie, ça donne une saveur différente à l'expérience. Une saveur différente. Mais l'expérience reste. Et cette expérience d'activation de notre mécanique intérieure, elle est multiple. Elle est bien sûr d'abord cognitive. On mobilise l'attention, la concentration, la mémoire via des liens que l'on peut faire. Mais elle ne s'arrête pas là. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience, un peu comme un rêve éveillé à la lecture d'un livre. Vous avez été bouleversé jusqu'à pleurer, ou alors vous avez eu la chair de poule en tournant les pages d'un thriller. Parce que la lecture, c'est aussi une expérience du corps, une expérience sensorielle. Elle ne fait pas qu'activer notre cerveau. Oui, je reprends cette expression vu qu'aujourd'hui on réduit tout au cerveau. Quand on lit, on vit par procuration certes, mais on vit de manière fantasmatique la scène. Peut-être d'ailleurs que vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui vous disait « Ah, mais moi je préfère lire plutôt que de regarder des films car je m'imagine les personnages comme je veux. » Un peu comme ces personnes qui sont déçues à la découverte d'un personnage de film qu'elles n'avaient pas du tout imaginé comme tel. Autrement dit, on déploie ici un véritable effort de représentation mentale.
C'est fou quand on y pense. Vous vous rendez compte ? Nous sommes capables de créer de toutes pièces des petits films intérieurs. Alors, chez certaines personnes, ces représentations passent par des mots. Chez d'autres, par des images, des sensations. Parfois, tout ça en même temps. Nous créons ainsi des symboles. Parce que oui, ce n'est pas de la matière brute tout ça. Donc, au travers de cette expérience, nous enrichissons notre monde intérieur de sensations, de nouveaux mots, de nouvelles phrases ou tournures de phrases, d'un ton, mais aussi d'un certain point de vue que nous passerons ensuite au tamis de notre propre filtre d'interprétation. Nous enrichissons donc notre monde symbolique, et c'est justement ce monde que nous mobilisons pour créer du sens. Lire, c'est co-construire du sens. Vous avez peut-être déjà lu quelque chose qui est resté en vous plusieurs jours, puis qui s'est transformé avec le temps. Vous n'en avez pas fait quelque chose immédiatement au sens productiviste du terme, mais vous l'avez incorporé, vous l'avez intégré dans votre vision du monde. Ainsi, cette lecture a contribué à forger la représentation du monde dans lequel vous évoluez aujourd'hui. Et chaque personne a sa propre représentation, a sa représentation à elle, avec des petites divergences, même si bien sûr, nous nous accordons sur le sens des mots et les conceptions générales afin de pouvoir les partager collectivement et tout simplement vivre ensemble. Aller à la rencontre d'un livre, c'est aussi rencontrer un être humain, vivant ou mort. Derrière les mots, derrière l'histoire, il y a un être qui a donné vie à un récit, qui l'a fait grandir, et y a certainement mis de lui. Et ça, personnellement, c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus. Découvrir un être humain derrière les mots qu'il nous a laissés, comme testament de petites parcelles de lui-même. Alors parfois on peut y découvrir des doutes, des valeurs, des défauts, bien sûr des émotions aussi. Un livre, c'est une porte d'entrée dans le monde intime d'un auteur. Il nous prête ses yeux pour regarder le monde, il nous enseigne son point de vue et nous fait traverser parfois malgré lui sa singularité. Alors un livre, c'est aussi une rencontre qui résonne ou non, et qui ébauche un va-et-vient entre l'auteur et nous. Ce que je veux dire, c'est qu'un livre, par l'écho qu'il dépose en nous, peut aussi nous faire découvrir des fragments insoupçonnés de nous-mêmes. Il est donc parfois un propulseur d'introspection. Et puis, il y a tout ce qu'il nous permet de faire sans vraiment le faire. Catharsis quand il s'agit de se mettre dans la peau du personnage odieux et méchant que nous ne nous permettrions jamais d'incarner. Activation de fantasmes dont nous n'oserions jamais parler, même à la personne qui nous connaît le mieux. Vivre par procuration des échantillons de vie que nous n'aurons pas le temps ou le loisir d'essayer. Et enfin y réfléchir, les remodeler dans notre théâtre intérieur pour en faire quelque chose de tout à fait personnel. Ce que je décris ici, c'est donc une expérience symbolique, mais aussi existentielle, qui nous permet de nous densifier en nous-mêmes, et également dans la relation et dans le partage qui nous animera. Mais pour faire tout cela, nous avons besoin de ralentir le temps. La lenteur comme condition de la pensée. Pour tout vous dire, le sujet de cet épisode m'est venu en tête suite à l'observation de grands ados de mon entourage. J'ai constaté que certains d'entre eux étaient biberonnés aux shorts de 10 secondes et pouvaient parler d'un grand nombre de sujets. Alors c'est vrai, comme ça, ils donnaient le change. En constatant ça, je me suis posé cette question. Est-ce qu'il vaut mieux brasser un grand nombre de sujets au risque de ne pas vraiment se les approprier, ou continuer d'élaborer une réflexion lente, mais qui construit et structure quelque chose à l'intérieur de soi, et a fortiori à l'extérieur lorsqu'on le partage? Le risque de ce survol, c'est de se révéler être une coquille vide devant quelqu'un qui, lui, a bien creusé le sujet. Ça, c'est la grande arnaque des réseaux sociaux. Ils font croire qu'on peut s'approprier la complexité en 10 secondes. Et certains vulgarisateurs vulgarisent si bien que, oui, on pourrait le croire. Mais regardez comment ça se passe chez vous et quelles traces tout cela laisse. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas métaboliser,
digérer la complexité en si peu de temps. C'est d'ailleurs pour ça que les shorts et les réels simplifient à outrance et jouent sur l'émotion. Pour internaliser, il faut étirer le temps, penser sur la pensée, se reformuler les choses avec ses propres mots, s'interroger sur ce qu'on a compris ou croit avoir compris, s'approprier des concepts, perlaborer pour utiliser un mot de psychanalyste. Et ainsi, on peut faire des liens avec d'autres romans, d'autres situations vécues, d'autres concepts déjà étudiés. La trace est vivante et vivifiée, car en faisant cela, on réactive les anciennes traces mnésiques d'autres lectures, expériences ou connaissances. Pour faire ça, contrairement à l'intelligence artificielle, il nous faut du temps. Je dis contrairement à l'intelligence artificielle, car elle est capable de sortir un résumé d'article en quelques secondes, alors que pour arriver au même résultat, pour nous, c'est extrêmement laborieux. Il faut lire, digérer, faire l'effort de reformuler, mettre en forme, se demander ce qui est vraiment utile à garder, s'y reprendra plusieurs fois. Bref, faire un résumé, ça demande beaucoup de temps. Et c'est pas une question de productivité. Pour nous les humains, cela nous demandera toujours beaucoup de temps, pour toutes les raisons et les étapes que je viens d'expliquer. Alors oui, ce travail est coûteux en temps, en énergie, en ressources. Mais est-ce pour autant une perte de temps ? Est-ce qu'on doit le déléguer à l'intelligence artificielle ? Autrement dit, est-ce que ça vaut encore la peine de lire des livres ? Vous voyez, je perds pas le fil, on en revient à la question de départ. Peut-être me direz-vous, ça dépend du livre. Mais ça dépend aussi de notre perception de cet acte de lire, de notre appréhension de ce que ce processus vient transformer en nous. Et une dernière chose qui me paraît importante. Pour certains, ce temps de lecture sera une perte de temps. Pour d'autres, un travail laborieux. Pour d'autres encore, un moment de plaisir. Le plaisir, la curiosité, l'animation que l'on ressent à l'intérieur de soi à chaque page tournée, cela peut aussi jouer sur notre volonté de faire vivre ce moment de lecture. Car un résumé m'apportera efficacité, performance, oui, c'est sûr, mais ne pourra pas m'offrir ce voyage. Nous avons vu que finalement, avec la lecture, le lecteur est au travail. En entendant la musique des mots, il ressent, il perçoit, il voyage parfois, il construit, il fait des liens, et finalement il densifie son intérieur, enrichit sa singularité, pour ensuite moduler sa présence au monde et à l'autre. Alors oui, il se passe tout cela. Et c'est un sacré travail, ça ne se donne pas. Ça n'est pas une chose toute faite, prête à être consommée, du tout cuit, du tout prêt à penser. Lire, ce n'est pas consommer, c'est construire. Le livre nous offre une possibilité, à nous de la saisir ou pas. Quand le savoir devient instantané, que perd-on en chemin ? Nous n'avons jamais eu accès à autant d'informations, vraies ou fausses d'ailleurs. Est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction ? Encore une fois, je parle du temps d'avant mais sans nostalgie. Parce que pour les personnes ayant vécu ce temps d'avant Internet, le changement est vraiment incroyable. Rien que trouver le livre ou l'article prenait parfois énormément de temps. Tout était ralenti. Il fallait se déplacer, parfois très loin, pour avoir accès à une ressource. Et quand il s'agissait de faire des exposés, ça prenait des heures et des heures entre l'idéation, la conception, la mise en place du PowerPoint. Désormais, les intelligences artificielles font ça toutes seules. C'est vraiment fou. Mais ce qui n'a pas évolué si rapidement, c'est notre capacité à ingurgiter le savoir, à se l'approprier, nos processus, en fait, nos limites d'humain. Lire pour optimiser ou lire pour se transformer ? Peut-être que la question à se poser, c'est pourquoi lisez-vous ? Qu'en attendez-vous ?
Certains ont le goût de la lecture dès l'enfance. Pour d'autres, c'est l'école qui oblige à lire. Et la contrainte n'est pas la meilleure façon de découvrir, mais elle permet tout de même de se familiariser avec l'objet et les processus. Si vous observez les enfants autour de vous, vous verrez, et surtout à l'ère de la multiplication des écrans, qu'au moment d'apprendre à lire, une tension se dessine entre le jeu et l'effort. Pour entrer dans ce processus exigeant, il faut pour l'enfant concéder un peu du temps sacré du jeu. Et c'est vraiment, vraiment difficile. Pire que ça, il s'agit d'échanger un temps de jeu contre un temps coûteux en énergie et qui ne va pas être satisfaisant sur le court terme. Alors si on regarde de plus près, dans le développement d'un enfant, il y a déjà eu des précédents d'apprentissage coûteux et peu gratifiants sur le court terme, notamment l'apprentissage de la marche. La lecture est un apprentissage aussi épineux. Il demande de mobiliser tout un tas de compétences non encore totalement maîtrisées pour les coordonner et en faire un processus plus grand que la somme des compétences. C'est un véritable effort que de déchiffrer une syntaxe complexe. C'est cette lutte productive qui active et renforce le cortex préfrontal, alors que l'IA, en facilitant tout, tente à désengager nos fonctions exécutives supérieures. Sans cet effort, on tombe dans l'illusion de compétence. On apprend plus vite, alors on a l'impression d'être super cultivé. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a un aplatissement de la compréhension, car on mémorise moins bien, on se souvient moins bien des faits, le savoir n'est donc pas consolidé, et les analyses qui en découlent sont plus homogènes et beaucoup moins créatives. Bien sûr, il est beaucoup plus facile d'être dans l'évitement, d'aller vers les écrans et d'attendre que ça vienne tout seul. Mais la lecture, ça ne vient jamais tout seul. Parce que l'apprentissage, c'est un processus actif. Mais par contre, quand l'enfant apprend peu à peu à déchiffrer, il devient un peu Christophe Colomb qui débarque en terre inconnue. Il découvre tout un monde. Ce monde, nous continuons de le parcourir à l'âge adulte, avec plus ou moins d'intérêt. Peut-être aussi que par habitude, nous ne nous rendons plus vraiment compte de la richesse de ce à quoi cela nous donne accès. Une mémoire collective, quelque chose de plus grand qu'un seul auteur, une certaine transcendance. Alors c'est vrai, il est tentant de déléguer les tâches rébarbatives de résumé à l'IA. Je pense notamment à ces concours de grandes écoles où il faut ingurgiter littéralement une somme astronomique de connaissances et où la sélection se joue aussi sur la performance et l'optimisation des processus d'apprentissage. Est-ce à dire que ces grandes écoles poussent malgré elles les étudiants vers du tout prêt à consommer fabriqué par l'IA ? Ce qui pose tout un tas de questions sur les études, la formation et ce qu'on souhaite pour ces jeunes à la sortie. Aujourd'hui, la lecture est souvent remplacée par le scrolling permanent. On saute d'une info à une autre sans toucher la profondeur du sujet. On balance des citations hors sol pour faire style j'ai de la culture, et elles ne font finalement que surnager la somme des informations du jour sans que nous puissions les mettre en lien. Mais au moins, elles nous donnent peut-être l'impression d'être plus intelligents ou plus cultivés. Cela ressemble bien à un savoir désincarné, non ? Les limites structurelles de l'intelligence artificielle par rapport à l'expérience de lecture. Ce que l'IA ne peut pas vivre. Parce que l'IA, il ne faut pas s'y tromper, c'est une infrastructure qui repose sur une certaine vision du monde. Les réponses qu'elle nous donne sont donc passées au filtre de cette vision du monde sur laquelle l'IA s'est construite. Et en cela, il n'y a pas de neutralité. Elle n'est pas plus objective que vous ou moi. On parle même de convergence mécanisée. C'est-à-dire que l'utilisation massive de l'IA réduit la diversité de la pensée et donc les résultats produits par une société. Par ailleurs, elle nous transmet son avis désincarné, parce qu'elle n'a pas fait ce voyage intérieur dont je parlais tout à l'heure pour s'approprier le livre. Elle est dépourvue de vitalité, et à ce titre, elle ne peut pas nous relater par son récit sa propre subjectivité, sa propre expérience vécue. Il n'y a pas de friction, pas de doute, pas d'émotion. C'est un contenu brut qui nous est présenté, même si parfois il n'en a pas les apparences. Et j'insiste sur le mot brut plutôt qu'objectif.
Certes, l'IA lit et synthétise pour nous, et elle est ultra performante dans cette tâche. Mais au passage, si nous abandonnons toute lecture, ne risquons-nous pas de devenir de simples intendants de l'information plutôt que des créateurs de sens ? Ne plus lire, quel risque pour notre monde intérieur ? Pendant la période de Noël, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux cette photo où l'on voyait, pris par derrière, un passager d'un avion en train de lire un énorme livre posé sur sa tablette. Et le commentaire s'étonnait. C'est incroyable de ne faire que lire pendant tout le vol, qui apparemment était un long courrier. Un autre commentaire ajoutait, alors je le dis de tête, mais c'était l'idée, la lecture sera le marqueur de la future classe supérieure, sous-entendu qui gardera sa capacité à faire un effort et à former sa propre pensée. Ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit que pour qu'un homme en train de lire plusieurs heures fasse le buzz, on vivait peut-être un changement anthropologique dans l'accès à la connaissance, la manière de s'en nourrir et de l'utiliser, et la façon de conceptualiser la liberté par rapport aux impératifs numériques. Va-t-on voir apparaître une nouvelle aristocratie de l'attention ? Est-ce que rester hors ligne et lire un pavé va devenir le summum du luxe intellectuel pour les 1%? Le confort cognitif comme piège. Ne plus lire et se contenter de résumés prêts à consommer aura probablement un effet direct sur notre intellect et notre psychisme. La perte de ce voyage, de cette confrontation au travail de lecture, aura probablement des effets de moyen et long terme dont on ne se rend pas compte au premier regard. En ingurgitant des résumés standardisés, nous prenons le risque de nous appauvrir profondément. Nous ne passons plus les mots au tamis de notre propre prisme. Nous ne les interprétons plus, ni ne les relions à nos souvenirs, à notre monde interne. Par ailleurs, le résumé est parfois vidé d'une partie de son sens, l'IA ayant sélectionné les passages qu'elle juge le plus intéressants, ceux auxquels on n'aurait peut-être pas donné autant d'importance. D'ailleurs, je vous renvoie à une étude du MIT au sujet de l'usage de ChatGPT dans la rédaction d'essais qui date de juin 2025. Alors certes, l'échantillon d'étudiants est très faible et il faudrait aussi voir ce que tout ça donne sur le long terme. Mais les chercheurs ont parlé de dette cognitive pour les élèves qui avaient utilisé ChatGPT. Cette étude montre qu'en plus d'agir sur les capacités mnésiques et attentionnelles, l'utilisation de ChatGPT par les étudiants pour rédiger leur essai les a amenés à être moins capables de produire une pensée originale. Finalement, ils deviennent passifs devant le travail qui leur est demandé. L'apprentissage et la consolidation des connaissances ne peut pas avoir lieu. L'externalisation systématique de la compréhension à l'IA crée bien cette dette cognitive. On pourrait se demander si à long terme, les effets sur le psychisme ne seraient pas une perte de singularité. Une autre étude de Michael Gerlich de 2025 sur un échantillon de 666 participants recrutés en ligne au Royaume-Uni s'est intéressée au cognitive offloading, le déchargement cognitif. Ce déchargement cognitif, c'est le fait de déléguer une partie de notre effort mental à un outil externe, ici l'IA. Autrement dit, au lieu de faire la recherche par soi-même, de hiérarchiser, d'organiser puis de décider, on le délègue à l'IA. Cette étude observe une association entre usage fréquent d'outils IA, déchargement cognitif plus élevé et score plus faible sur les indicateurs de pensée critique. Mais elle n'agit pas chez tout le monde pareil. Il y a un effet différentiel. L'IA aide les lecteurs les moins performants à progresser, mais elle dégrade la compréhension des lecteurs les plus compétents en les privant de l'interaction directe avec le texte. L'étude ne permet toutefois pas de conclure de manière tranchée en disant « Voilà, l'usage de l'IA mène bien à une baisse automatique de la pensée critique ». En réalité, d'autres interprétations pourraient expliquer ces résultats. En plus de l'hypothèse qu'on vient d'évoquer, une autre explication pourrait être que les personnes ayant une pensée critique plus faible ou plus fragile pourraient avoir plus recours à l'IA.
Et puis, il y a aussi l'explication d'un facteur tiers comme une habitude prise, un contexte spécifique invitant à l'usage de l'IA, une fatigue cognitive amenant à utiliser plus largement l'IA, et tout ça augmenterait la tendance à déléguer cet effort cognitif. Autrement dit, le danger, c'est pas l'IA en elle-même, mais l'habitude de lui déléguer l'effort mental. La tentation de la paresse intellectuelle. Lire, c'est aussi former et construire sa pensée petit à petit. Se permettre la découverte et l'errance. Dépendre d'une pensée prémâchée, c'est comme s'enfermer intellectuellement. C'est choisir une prison en quelque sorte. Mais faut-il en être conscient ? Évidemment, utiliser une IA pour la rédaction, le travail intellectuel, résumer des livres plutôt que de les lire soi-même, c'est beaucoup plus simple. Et là, on se confronte à la notion de travail, d'effort, la volonté, la motivation. Quelles sont vos représentations de toutes ces notions ? Que mettez-vous derrière la question de l'effort ? Quand vous réalisez quelque chose qui est difficile pour vous, en tirez-vous une certaine fierté ? Vous savez, le risque dans cette histoire, c'est de devenir des imbéciles heureux. Et je dis bien le risque, parce que, vous l'avez entendu, au vu des études que j'évoquais juste avant, il n'y a pas encore, en tout cas au jour où j'enregistre le podcast, d'effets démontrés d'atrophie cognitive irréversible consécutive à l'usage de l'IA. En revanche, on peut supposer qu'en utilisant systématiquement l'IA, le risque est bien de réduire notre capacité à utiliser certaines routines cognitives. Et là, je ne rentrerai pas dans la discussion philosophique de « vaut-il mieux être un imbécile heureux ou un sage désespéré ?» Devenir un imbécile heureux, c'est ce qui se passe quand on ne se pose plus de questions. Parce qu'il n'y en a plus besoin tellement on est sûr de détenir le savoir parfait. C'est avoir l'impression de comprendre le monde alors que tout est simplifié à l'extrême. C'est abdiquer son esprit critique. Et ne vous y trompez pas, c'est un choix. Ou parfois un non-choix. Celui de se laisser glisser dans le confort de la technologie sans se poser de questions. Alors je ne veux pas être mauvaise langue, mais je suis sûre que vous avez déjà rencontré de telles personnes qui vous assènent des vérités bien emballées jusqu'à vous faire douter et qui plus est se sentent tellement importantes de délivrer ces bonnes paroles à de pauvres ignares comme nous. Ce que je veux souligner ici, c'est que nous avons le choix, même si les géants du web et de l'IA souhaitent nous le faire oublier. Nous avons le choix de nous servir ou non de ces IA, nous avons le choix de la façon de nous en servir. Nous avons le choix de lire un livre en entier ou plutôt de lire son résumé. Et se servir de l'IA, ça ne veut pas forcément dire lui déléguer tout notre travail intellectuel. Il y a bien sûr la question de comment on s'en sert. Mais le piège, c'est vrai, c'est que c'est tellement simple, c'est tellement confortable, on peut tellement vite glisser vers l'utilisation systématique que le fait de retrouver sa capacité à choisir, eh bien, c'est déjà un effort en soi. Un effort de conscientisation de ce que nous faisons, de ce que nous voulons et des valeurs qui animent ces choix finalement. Je pense de plus en plus que face à l'uniformisation des pensées et des contenus en ligne, avoir une pensée singulière et l'incarner, une pensée originale, ça sera l'or du XXIe siècle. Et pas que d'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif aussi. Je veux dire par là qu'en cultivant un certain recul par rapport aux technologies, la capacité à les penser et à s'en servir s'il le faut, ou si vous le souhaitez, mais de manière consciente, cela permettra de conserver la possibilité d'une innovation, d'une pensée disruptive, de quelque chose de vivant qui pourra être partagé et qui sera suffisamment solide pour faire socle dans la société de demain. Dépendance et perte de souveraineté. Plus nous nous adonnons volontairement et sans nous poser de questions à un usage débridé de ces technologies, plus nous en devenons dépendants. Vous savez, c'est comme les personnes qui restent alitées un long moment. Eh bien, elles finissent par perdre leur masse musculaire faute de bouger. Et c'est ce glissement qui me paraît dangereux. Car il est inodore, indolore au départ. On se dit « Ah c'est bon, je sais faire »,
Alors pourquoi me casser la tête? Ça ira plus vite en utilisant l'IA. Et puis peu à peu, ça devient de plus en plus difficile de fournir cet effort cognitif. Alors, l'utilisation se généralise, se banalise et s'automatise. Si nous devenons dépendants de cette source, cela nous rendra-t-il plus vulnérables en cas de nécessité d'analyser un problème ou de le penser? Sera-t-on plus crédule et plus facilement manipulable? Et ces résumés, ces récits tronqués créés par l'IA, finalement, sont-ils dignes de notre confiance? Et pourront-ils, dans le futur, être eux-mêmes manipulés pour, par exemple, orienter nos comportements? Derrière ça, il y a, vous l'aurez compris, la question de notre propre souveraineté. À qui? À quoi j'ouvre la porte de mon monde intérieur? De qui je suis? De ce qui m'anime? Si je laisse entrer cette chose, alors je suis en interaction avec elle. Et cela me transforme par les allers-retours que je fais avec la machine. Et peut-être qu'un jour où elle le jugera opportun, eh bien peut-être qu'un jour je serai plus vulnérable et elle pourra alors me proposer un objet tant désiré à acheter ou pourra m'amener à changer mes opinions sur tel ou tel sujet, des élections par exemple. Ça peut vous paraître tiré par les cheveux ce que je dis là, mais à l'heure où je vous parle, ChatGPT a d'ores et déjà annoncé l'arrivée de la pub dans plusieurs de ses versions, dont la version gratuite bien sûr. Alors vous allez peut-être me dire que ces questions de manipulation étaient déjà présentes avec la bonne vieille pub à la télé ou dans les journaux. Oui, mais cela se jouait totalement différemment. Pourquoi? Parce que c'était unidirectionnel. Il n'y avait pas de dialogue avec la pub. Elle ne pouvait pas s'adapter à nos comportements jour après jour et nous connaître si finement. Le fait que le dialogue s'installe et que l'échange existe donne tout un tas de nouvelles possibilités pour jouer sur nos comportements et nos actions, mais aussi sur notre psychisme et in fine sur qui nous sommes. Autrement dit, déléguer sa souveraineté intérieure, c'est un choix. Je ne dis pas que c'est facile, loin de là. Je m'en rends bien compte tous les jours pour l'expérimenter moi-même. Et oui, c'est un combat pour ne pas se laisser happer. Quelle place voulons-nous donner à l'IA? Par rapport à l'IA, le véritable enjeu n'est pas l'outil, mais comment l'on va s'en servir bien sûr, c'est-à-dire quelle posture psychique nous adoptons par rapport à son utilisation. Cadre légal et perte de liberté d'expression. Je vais faire un petit détour par l'usage de TikTok en Chine. Vous allez me dire, TikTok c'est pas l'IA, ok, mais ça peut être le vecteur de contenu fabriqué par l'IA. Le point où je veux en venir, c'est que nous sommes dans une tension entre d'un côté la tentation totalitaire et de l'autre la liberté d'expression débridée. En Chine, la version locale de TikTok qui s'appelle Douyin est accessible aux mineurs sous un mode spécifique. En dessous de 14 ans, l'utilisation est limitée à 40 minutes par jour et impossible de l'utiliser la nuit entre 22h et 6h du matin. En Europe et en France, une loi est en discussion sur l'interdiction de l'accès des moins de 15 ans à ces plateformes. Alors ça pose la question du comment. Comment on arrive à mettre en place une telle interdiction et puis bien sûr de ses implications. Cela aboutirait-il à ce que chacun s'identifie sur des plateformes au moyen de sa carte nationale d'identité? Ce qui voudrait dire, en creux, un fichage de toute la population comme l'ancienne RDA n'aurait jamais osé le rêver. Cela veut aussi dire perte de l'anonymat en ligne. Ce qui ouvre bien sûr la possibilité, pour les gouvernements malveillants, d'emprisonner des personnes pour leurs propos. Un retour à la lettre de cachet, si je le dis comme ça. D'un autre côté, laisser des jeunes accéder en continu au contenu actuel de TikTok, eh bien c'est un désastre. Je vous renvoie vers le rapport du Sénat intitulé « La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise » qui souligne les enjeux majeurs de sécurité, de protection de données et de santé publique. Là où je veux en venir, c'est que chaque cas a son pendant et ses conséquences. Si je caricature un peu, la liberté d'expression absolue a son Far West et la tentation totalitaire, le contrôle numérique
de tous. Pour trouver une troisième voie, ça demande plusieurs choses. D'abord, de sécuriser et sanctuariser les conditions de la réflexion, garantir qu'elle ne soit pas instrumentalisée. Nous avons maintenant pas mal de données sur le sujet, nous pourrions y réfléchir collectivement. Deuxièmement, et là ça va peut-être paraître un peu mon idéal, mais les enjeux posés par l'usage de l'IA demandent une maturité collective, une sagesse. Une des conditions de cette sagesse, c'est que les personnes prenant les décisions en soient comptables et responsables et en subissent les conséquences. Mais alors que faire en attendant ? En attendant que nous trouvions cette troisième voie, ou qu'une minorité décide pour nous, parce que pour l'instant, il faut bien le dire, c'est un peu le Far West. Reprendre la main sur ces usages. Ce n'est évidemment pas à moi de vous dire quoi faire et comment utiliser l'IA. Je ne suis pas prescriptrice et je traverse exactement les mêmes questionnements que vous. Ce qui me paraît fondamental, c'est de pouvoir préserver les processus de métacognition, c'est-à-dire notre capacité de penser à propos de nos processus de pensée. Voici en tout cas 3 questions à vous poser pour conscientiser un peu vos usages. L'intention derrière l'usage. La première question à vous poser face à une IA, quelle qu'elle soit, c'est d'abord à quoi ça me sert ? Quel est le but de l'utilisation ? Et vous me voyez venir. La question sous-jacente, c'est est-ce que je peux le faire autrement ? Et est-ce que j'évite cet autrement ? Concrètement, est-ce que vous vous servez de l'IA pour éviter de penser ? Ou pour vous aider à parfaire et compléter votre pensée ? Est-ce que vous l'utilisez comme un confident ? Et si oui, qu'est-ce qui empêche une relation de ce type dans votre réalité ? Est-ce que vous l'utilisez pour vous économiser une tâche coûteuse cognitivement, un peu comme la calculatrice pour éviter de faire un calcul de tête ? Quels effets à court, moyen et long terme ? La deuxième question, c'est quels sont les effets ? Les effets de court, moyen et long terme. Je reprends l'exemple de la calculatrice parce qu'il est simple et parlant. À court terme, c'est clairement un gain. J'ai ma réponse rapidement, j'économise de l'énergie. À moyen terme, c'est la perte d'habitude du réflexe de calcul avec la délégation à la machine. À long terme, c'est peut-être la perte de la capacité de calcul. Je sais pas vous, mais moi ça fait très longtemps que j'ai pas fait de division à la main et je crois que je serais bien embêtée d'en refaire une. Mais au fond, est-ce vraiment important pour moi de savoir calculer si la machine est fiable et continue à le faire pour moi ? Question difficile, n'est-ce pas ? Car est-ce que la machine sera vraiment toujours là ? Principe de responsabilité. Enfin, la dernière question, c'est est-ce que c'est OK pour moi de subir les conséquences de mon choix et ses effets ? Je reprends mon exemple avec la calculatrice. Suis-je prêt à ne plus savoir compter ? Ou du moins à perdre ma flexibilité sur le calcul mental ? Si je prends l'autre exemple, celui des résumés versus la lecture, qui est le sujet de cet épisode. La question finale, ça pourrait être « Est-ce que je suis prêt à optimiser ce temps de lecture avec la contrepartie d'assécher mes capacités imaginaires, de fragiliser mes capacités de symbolisation et de déléguer la construction de mon propre point de vue, singulier, à l'IA, elle-même porteuse d'un modèle culturel. Modèle culturel auquel je vais donc m'acculturer. Je pourrai toujours me forger ma propre vision du monde, mais ce sera au travers du prisme de l'IA, et est-ce que le risque n'est pas alors de réduire mon champ de vision ? Vous voyez l'idée ? Tout cela pose des questions éducatives complexes, et l'un des enjeux, c'est bien de savoir comment travailler avec l'IA, et comment elle pourrait nous aider à muscler nos capacités cognitives et notre esprit critique. IA, prothèse cognitive ou partenaire de pensée ? En fin de compte, c'est notre responsabilité de savoir à quelle place nous mettons l'IA. Une prothèse indispensable ? Un partenaire ? Et aussi à quel niveau de crédibilité on place ses avis. Est-ce que lorsque vous utilisez l'IA, vous prenez ces réponses pour acquises ou est-ce que vous les remettez en question en faisant des recherches supplémentaires ? Pour l'instant,
C'est à nous de nous positionner devant l'utilisation de ces outils. Cela demande de la réflexion, du temps et de la maturité psychique. Certains sont plus vulnérables que d'autres, je pense notamment aux enfants, qui par définition sont des êtres en cours de construction et n'ont pas encore ni les capacités cognitives des adultes, ni les connaissances sur le monde suffisantes qui leur permettraient d'analyser les enjeux. En tant qu'adultes, devons-nous protéger les enfants et adolescents de cette déferlante et si oui, comment ? Car il faut dire qu'elle s'infiltre partout. Devons-nous leur expliquer les avantages, les risques, les conséquences ? Bref, c'est quand même un sacré chantier, alors que nous n'en comprenons nous-mêmes que partiellement les enjeux. L'idée derrière tout ça, on l'a déjà abordée dans d'autres épisodes, mais il me paraît terriblement important de la répéter. C'est de se poser la question et de prendre conscience de ce que signifie être un être humain dans ce monde moderne qui avance si vite. Avec les IA, l'effort intellectuel fourni par l'humain change de nature. On ne lit plus pour découvrir le contenu, mais pour valider et auditer les conclusions du système. Peut-on et doit-on se contenter de cela ? Très bientôt, peut-être que les usages de l'IA dériveront vers des outils prédictifs. Vous savez, un peu comme dans le film Minority Report. Alors il nous reste une toute petite fenêtre de tir pour penser tout ça avant que ça ne devienne réalité ou avant de le subir. Conclusion. Peut-être que dans le monde de demain, nous reconnaîtrons les autres humains à leur capacité à habiter leur monde intérieur, à pouvoir passer du temps non optimisé et sans enjeu de performance. Des êtres qui feront des activités non pour de l'argent ou de la rentabilité, mais pour s'élever, servir leurs valeurs et des idées plus grandes qu'eux, et faire vivre l'idée du social et d'une communauté. La conclusion de cet épisode, c'est encore une fois vous qui la ferez. À vous de décider où vous mettez le curseur sur l'utilisation de l'IA, si vous choisissez encore de lire ou non. Ma conviction, toute personnelle, c'est qu'une des façons de résister à cette paresse cognitive qui nous guette, c'est de continuer à expérimenter dans sa chair la notion de travail. La dureté parfois du travail de lecture, de résumé, d'apprentissage. Mais cela est bien sûr contrebalancé par le plaisir de voyager, de ressentir, d'habiter et de nourrir son intérieur. Alors lire en 2026, de mon point de vue, c'est vraiment un moyen de préserver la souveraineté de son esprit face à cette convergence de technologies qui tend à homogénéiser la pensée et à la passer au filtre de la rationalité algorithmique. Je nous souhaite en tout cas de pouvoir continuer à nous raconter des histoires, de pouvoir continuer à rêver et à densifier nos âmes. Alors pour terminer, je vais vous lire quelque chose qu'on ne peut pas résumer, ni passer au filtre de l'IA sans en perdre tout le message. Ces quelques lignes sont de Rilke. Prendre l'amour au sérieux, l'assumer et l'apprendre comme on apprend un métier, c'est ce que les jeunes doivent faire. Les personnes n'ont pas compris le rôle de l'amour dans la vie comme tant d'autres choses. Elles ont pris l'amour comme quelque chose de ludique, car elles pensaient que les distractions et le plaisir sont plus agréables que le travail. Mais rien n'est plus habité par l'amour et le bonheur que le travail. Et l'amour, exactement parce qu'il est joie et bonheur, n'est rien d'autre que du travail. Donc un amoureux doit essayer de se comporter comme s'il devait accomplir une tâche suprême. Il doit passer beaucoup de temps seul, réfléchir, se ressourcer, se concentrer sur lui-même. Il doit travailler. Il doit devenir quelque chose. Il n'y a pas d'autre force dans le monde que l'amour. Et lorsque vous le portez en vous, lorsque vous aimez, tout simplement, même si vous êtes perplexe et vous demandez comment vous servir de l'amour, son rayonnement va vous aider, vous et au-delà de vous. On ne doit jamais perdre cette foi. On doit simplement, et s'il n'y avait rien d'autre que ça, avoir confiance en lui. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.